Allô, bonjour les auditeurs. Nous sommes sur Sekou Radio depuis les États-Unis en Floride. Et aujourd'hui, nous continuons la lecture et l'évaluation du livre qu'a écrit Roland Prey. Roland Prey est un ancien gouverneur de la Guinée française. Et nous sommes aidés par l'ingénieur agronome Monsieur Souleymane Koker, qui habite dans la ville industrielle de Freya et qui a fait la faculté agrozootechnique de Bofa, la faculté agrozootechnique de Somfonia, l'Institut agrozootechnique et de recherche de Foulaya à Kindia, l'Institut d'hydraulique et de recherche de l'environnement de Moscou et enfin le Centre de recherche hydraulique et de déchets solides et liquides de Dortmund en Allemagne. Alors, Souleymane, nous avons beaucoup étudié le livre de Roland Prey, L'avenir de la Guinée française. Nous continuons sur aujourd'hui la pisciculture. La pisciculture, nous ferons la pisciculture, nous ferons le tourisme et les grands parcs nationaux en Guinée. Alors, commençons par définir qui est Roland Prey, pour rappeler les auditeurs. Bon, Roland Prey fut le gouverneur général de la Guinée française de 1948 à 1951. Il fut l'un des promoteurs des grands projets de relance de l'économie de la métropole et de la Guinée française dès après la Seconde Guerre mondiale à travers les grands projets de relance bananière et de la restructuration urbanistique de la ville de Conakry et d'autres régions de la Guinée, ainsi que l'intensification de la production des palmistes, du diamant, de l'or, etc. Ce qui lui a valu l'un des plus grands promoteurs des plans de développement en Guinée à travers son livre L'avenir de la Guinée française. Donc, brièvement, je peux introduire Roland Prey sur ça, quoi. Alors, parlons aujourd'hui, nous avons couvert beaucoup de secteurs de l'économie de la Guinée. Nous avons fait l'agriculture, les mines, la pêche et l'élevage, la recherche hydroélectrique de la Guinée. Aujourd'hui, nous allons parler de la pisciculture, du tourisme et des grands parcs nationaux. Alors, c'est quoi la pisciculture en Guinée? Quel est l'état de la pisciculture en Guinée? Bon, en fait, si nous prenons l'état de la pisciculture, naturellement, la pisciculture est très favorisée par les ressources hydrauliques et les grands bas-fonds. Par exemple, si nous prenons le long de la côte, toutes les plaines qui sont là à peu près sur 10 à 20 000 hectares, pendant l'inondation, peuvent être des bassins naturels piscicoles pour les poissons-chats, ce qui donne déjà la notoriété à la région de Bofa et Boké pour élever les poissons-chats là, quoi. Donc, les poissons-chats là évoluent dans ces domaines-là depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Dans ce cas-là même, il y a certaines familles qui font les bassins naturels dans les lieux les plus bas de la plaine pour conserver leur étang piscicole familial, quoi. Oui. Donc, à part ça maintenant, dans l'état moderne maintenant, à travers les différents barrages hydroélectriques et les différents barrages agricoles, les gens ont initié la pisciculture semi-moderne, quoi. Oui. En ensemençant les tilapias, les carpes et les poissons-chats. Mais la plus grande réalisation en matière de pisciculture et d'aquaculture ces derniers temps, dans les années 2000, fut le machin de Sakoba, qui s'étend à peu près sur quelque chose de 500 à 600 hectares.
Donc, les poissons et les crevettes étaient élevés à la fois. Une fois la pêche effectuée, on triait les crevettes, on les mettait à part et on triait les poissons, on les mettait à part. Mais le plus grand pourcentage revenait aux crevettes. Donc, au point de vue piscicole, les possibilités sont grandes. Avec les barrages qui s'effectuent et avec les mines de sable même. Les mines de sable même, naturellement, dès que vous quittez, ça peut devenir des réserves d'eau qui peuvent résister pendant toute la saison sèche, même pendant plusieurs années, quoi. Ouais. Donc, le potentiel piscicole est très large et moins exploité. Ouais. Donc, nous parlons de la pisciculture. Comment on fait pour nourrir ces poissons quand ils sont localisés à un endroit particulier comme ça? Bon, quand les poissons sont localisés, ça c'est comme l'élevage, la pisciculture intensive, moderne. Oui. Les aliments sont fabriqués comme les aliments des animaux de bétail, quoi. Oui. Granulés, et tout est introduit, les aliments de base, les micro-aliments, les micronutriments, ainsi de suite, sont injectés là-dedans et granulés. C'est ça que les poissons mangent et les crevettes. Ainsi, en les mangeant le plus souvent, on constate même que leur croissance est activée et leur pourcentage en graisse naturelle est activé, quoi. Mais ce qu'on a constaté naturellement, les poissons là vont toujours pour la recherche en grande quantité des noix de l'huile de palme. Les fruits du palmiste qui tombent là, c'est ça qu'ils vont pour manger en général, quoi. Oui. Donc, on peut introduire tous les aliments à travers les pellets là pour les poissons aussi, comme pour les animaux d'élevage, le bétail. Donc, les poissons et les crevettes qui sont récoltés de ces produits-là, est-ce que c'est vendu localement ou au niveau international? Bon, en fait, les poissons, comme ils n'en avaient pas besoin tellement, c'est les crevettes qui vivaient, que c'est les crevettes qui composaient à peu près à 80%. Les crevettes sont exportées. Les crevettes sont totalement exportées et les poissons qui étaient récoltés étaient vendus sur le marché local. Mais les crevettes n'étaient pas vendues ici, les crevettes étaient vendues à l'extérieur. Alors, comment on fait pour éviter des abus dans ce secteur? Quel genre d'abus? Abus, excès de pêche clandestine, parce que bon, les poissons, on doit leur donner une période de repos pour pouvoir produire. Bon, quand tu as une... Au niveau de la pêche continentale, tu veux dire? Non, je veux dire, la pisciculture, quand c'est organisé comme ça, comment on fait pour éviter des excès de production ou des excès de vente et quand est-ce qu'on donne... D'accord. Bon, maintenant, en fait, vous savez, naturellement, d'ailleurs, en Guinée, les grands lacs là existent en Haute-Guinée, en Basse-Guinée et en, comment dirais-je, en Moyenne-Guinée. Oui. Donc, la période hivernale jusqu'à la période d'étiage, à partir du mois de mars-avril, c'est en ce moment qu'on récolte. On donne accès à la population environnante des lacs de récolter le fruit amassé pendant l'année, quoi, parce que c'est annuel. Oui. Une fois que la pêche est effectuée par toute une communauté, le village et autres, ainsi, on trie. Les gens savent à peu près les poissons qui sont gestantes, quoi, qui ont les œufs en réserve, et les petits poissons. Après, maintenant, ils trient. Après le triage, là, maintenant, on vous laisse passer ceux qui sont, comestibles, qui ont atteint l'âge de comestibilité, quoi. Ça, c'est au niveau des populations communautaires, quoi. Mais au niveau d'une société, déjà, la société fait sa loi. Par exemple, Sakoba était une société internationale. C'était suivi par les experts, les pisciculteurs et les chercheurs et autres industriels, quoi. Donc, ils respectaient le calibrage industriel. On fait la même chose pour les crevettes aussi?
Oui, les crevettes surtout, c'est la même chose qu'on fait pour les crevettes. Surtout, les crevettes, c'est exigeant parce que là, il faut respecter la norme internationale, quoi. Sanitaire, tout ça, la écologique, donc c'est plus exigeant là-bas, quoi. Bien. Alors, passons aux insectes. L'abeille est l'un des insectes les plus importants dans le monde. Dans le monde. Ici en Amérique, il arrive à des moments même, il y a toute une organisation qui transporte des abeilles d'État en État. Des chaînes d'abeilles d'État en État. Par exemple, quand la Californie a besoin des abeilles, il y a des camions et des camions qui vont vers la Californie pour installer des essaims d'abeilles. Alors, comment ça se passe en Guinée, l'importance de l'abeille en l'apiculture? Bon, quand on parle de l'apiculture en Guinée, il faudrait prendre d'abord l'apiculture traditionnelle, quoi, qui était effectuée par nos parents avant. L'apiculture traditionnelle, effectivement, était fondée sur, comment dirais-je, l'observation des essaims d'abeilles où ils se localisaient. Les gens venaient mettre les ruchers tout autour, quoi. Oui. Ils avaient, comment dirais-je, les moyens traditionnels pour attirer les abeilles afin de s'y installer là-dedans, quoi. Une fois que les abeilles sont installées, au moment de la récolte, eux, ils enfumaient, quoi. Oui. Mais en les enfumant, par exemple, est-ce qu'on ne tue pas les abeilles? Il y a une masse d'abeilles qui est tuée en essayant de brûler ou d'enfumer les essaims. Effectivement, dans le modèle traditionnel, on les tue par inadvertance, à savoir que la paille qu'on enflammait, quelquefois on ne maîtrise pas la flamme par rapport à la fumée. On sollicite d'avoir beaucoup plus de fumée, mais on arrive à avoir quelquefois plus de flamme que de fumée, quoi. Donc, ce qui veut dire que dans le cas traditionnel, il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas que la paille s'enflamme beaucoup plus vite, à faire beaucoup plus de flammes que de fumée, quoi. Donc, dans ce cas-là même, ça peut perdre beaucoup les espèces. Mais alors, maintenant, en Guinée... Alors, comment on fait pour faire un pont entre l'apiculture traditionnelle et moderne? Comment on peut faire une transition? Oui. Non, déjà, on a fait une transition dans ça. L'apiculture moderne a commencé ici à partir des années 78 à l'AD, avec la CIPAR, la Société aromatique de Guinée. Donc, là où ils avaient ensemencé les fleurs pour l'usine de parfum, dans ça, à côté, il y avait la société de choses aussi, d'apiculture moderne. Là, ils utilisaient les moyens modernes de faire les ruchers, d'ensemencement et tout, quoi. Et même de récolte, là, ils faisaient moins de pertes. C'est pour cela que la zone de l'AD a été beaucoup spécialisée dans le cadre de l'apiculture et la production apicole, quoi. Bon, actuellement, c'est presque la zone de Farana, Kouroussa et autres qui prennent la tendance avec les ruchers kenyans en ce moment, quoi. Donc, l'apiculture progresse et se porte bien en Guinée. Ça fait partie de l'économie. Non, elle ne se porte pas bien comme les potentialités, comment dirais-je, de lui, parce qu'actuellement, presque, le machin de l'AD ne marche plus de centre. C'est les anciens villageois qui travaillaient, qui le font à leur compte maintenant, quoi. Donc, mais je veux dire, il y a des potentiels. Mais il y a un potentiel de développer l'apiculture en Guinée. Oui, il y a un potentiel disponible pour développer si on investit en matière de production des choses, des ruchers, de l'équipement, de l'extraction et de la commercialisation. Là, c'est bien possible. La commercialisation du cire, du miel, du pollen, des venin et de la gelée royale. Mais c'est sous-exploité en ce moment. Bien, alors nous allons passer au tourisme en Guinée. Comment peut-on définir l'état du tourisme en Guinée? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les sites touristiques de la Guinée? Bon, en fait, si on prend la Guinée, les 4 régions naturelles de la Guinée offrent
comment dirais-je, l'opportunité d'excellence touristique, quoi. Si vous